Intégrale curviligne, oméga est une forme différentielle continue sur l'ouvert U de Rn, et gamma est un chemin C1 différenciable sur U. On appelle intégrale curviligne de oméga le long de gamma, le réel qu'on note comme ça, et qui est égal à ça. Si oméga est égal à une somme de AN de PJ dXJ, alors somme de oméga le long de gamma est égale à somme de A à B de somme de J égale à 1 à N des PJ de gamma T multiplié par gamma J' de T dt où les gamma J sont les composantes de gamma dans la base canonique de Rn. Ça existe parce que les PJ sont continus. On pouvait dire aussi parce que ça, c'était continu vu que gamma était C1 et puis oméga est continu. Voilà. Oméga est une forme différentielle continue sur U et on a deux chemins équivalents sur U. Donc gamma est phi, donc on a ça bien sûr avec un difféomorphisme qui permet de passer de l'un à l'autre et qui est monotone. Somme de oméga le long de gamma, c'est ça. D'accord? Donc là, je remplace, en fait, j'ai remplacé gamma par phi rond θ, et puis phi prime, comme j'avais gamma prime de t qui est égal à ça, ben, je l'ai remplacé ici. Voilà. Alors, ça fait quoi? Eh bien, ça fait exactement oméga en phi de u, multiplié, en fait, c'est du produit scalaire, ça, phi prime de u du. D'accord? Et bon, là, je vois quoi? Que ça va être égal à somme de oméga le long de phi, à condition que ça soit égal à A. Pas à A, mais à alpha. Alors, avec le changement, U égale θ de t. Si θ est croissant, θ de A va être égal à alpha, et θ de B va être égal à bêta. Donc là, ça nous fera somme de alpha à bêta de oméga de phi de U, phi prime de U du, et donc ça nous fera ça, somme de oméga le long de phi, et donc les deux seront égaux. Alors, je rappelle que là, elles ont le même sens. Hein. Par contre, si elles n'ont pas le même sens, on aura θ de A est égal à B, θ de B est égal à alpha, à B, à bêta, je veux dire. Là, ils vont être de sens opposés, donc, et à ce moment-là, ici, je vais me retrouver non pas avec alpha, mais avec bêta, et ici, avec alpha, donc ça sera l'opposé. Voilà. Propriété, si oméga est une forme différentielle continue sur U et I gamma un chemin différenciable par morceau, on dit chemin C1 différentiable par morceau sur U, si on a une subdivision de AB, gamma K, la restriction de gamma, hein, bon, on pose que la somme de oméga le long de gamma, c'est la somme des oméga le long des gamma K. Et on somme pour K égale 0 à P-1. Donc, ça nous fait ça. D'accord? Et si on utilise les polynômes, hein, eh bien, ça nous fait ça. Voilà. Alors, la fonction f de AB vers R, qui à t associe ce truc-là, elle est continue par morceau, hein, et associée à la subdivision sigma. Donc, en fait, quand on change de subdivision, l'intégrale ne change pas, hein, parce que c'est justement une fonction qui est continue par morceau. Donc en fait, ce résultat-là ne dépend pas de la subdivision. Ça, il faut voir le chapitre que j'ai consacré à l'intégrale de Riemann. Donc, somme de oméga le long de gamma ne dépend pas de la subdivision choisie pour gamma. Enfin, une dernière propriété, si grand F de U vers R est de classe C1, que oméga est df, la différentielle de f, et si je prends un chemin C1 différentiable par morceau d'origine A, donc gamma U est égal à A, et d'extrémité B, c'est-à-dire gamma V est égal à B, où A et B appartiennent à U, alors la somme de oméga le long de gamma est égale à f de B moins f de A. Démonstration, donc toujours avec ma subdivision, gamma continue, gamma K mes restrictions, j'ai donc ça qui est égal à ça. Or, ça, je reconnais la différentielle de f rond gamma k,
D'accord? Et donc j'intègre, ça me fait f rond gamma k en tk2 plus 1 moins f rond gamma k en tk. Et gamma k en tk plus 1, gamma est continu, hein, donc c'est gamma de tk plus 1 ça. D'accord? Et l'autre c'est gamma de tk. Donc ça nous fait ça. Donc quand je prends ça, ça va être la somme pour k égale 0 à p-1 des f rond gamma de tk plus 1 moins f rond gamma de tk. Donc ça fait le dernier moins le premier, f rond gamma de tp moins f rond gamma de t0. Et gamma de tp, c'est le contraire, c'est f de b moins f de a. f de b moins f de a. C'est bien ce que j'avais dit. Exercice, on a la forme différentielle oméga égale x dx plus x dy sur R2 avec un lacet gamma qui correspond à la paramétrisation, une paramétrisation du cercle unité. Et on veut calculer l'intégrale curviligne de oméga le long de gamma. Alors, on remplace x par cosinus, dx par moins sinus, x par cosinus, dy par cosinus. Donc ça nous fait ça. Puis là, je remplace formule, ça nous fait 1 plus cosinus de θ sur 2. Que j'intègre par du cosinus de θ sur 4 pour la première, θ sur 2 plus sinus de θ sur 4 pour la deuxième. Et donc ça va faire pi différent de 0. Alors que c'est un lacet, c'est-à-dire une courbe fermée. Oui, mais voilà, oméga n'est pas fermé. Parce que des ronds x sur des ronds y, ça fait 0. Et là, des ronds x sur des ronds x, ça fait 1. Donc oméga n'est pas exact. Voilà pourquoi. Exercice, si je prends celle-là maintenant, toujours sur R2, eh bien, l'intégrale de oméga le long de gamma, où gamma est un morceau de parabole, eh bien, oméga est égal, je sais parce que je l'ai fait précédemment, dans un chapitre consacré aux formes différentielles, non, aux fonctions différentiables. Oméga est égal à df, c'est-à-dire il y a une primitive qui est x2, y2 sur 2. Bon, là, on peut le vérifier facilement. Si je dérive ça par rapport à x, ça fait bien ça, et dériver par rapport à y, ça fait ça. Donc, elle est exacte, oméga. Et donc, comme elle est exacte, l'intégrale curviligne de oméga sur gamma va être égale à f en gamma de 1, qui fait 1, donc f en 1, moins f en gamma de 0, c'est-à-dire 0, 0. Alors en 1, 1, ça fait 1 demi, et en 0, ça fait 0, donc ça fait 1 demi. Vérification par le calcul. En remplaçant y par t2, ça fait t4, x par t, ça fait t4 fois t, dx, dérivé t, ça fait 1, plus x2, t2, y, t2, ça fait t4, dy, 2t. Donc ça fait 2t5, ici ça fait t5, donc ça fait 3t5 dt à intégrer entre 0 et 1. Donc on intègre par t puissance 6 sur 2. Et en 1, ça vaut 1 demi, et en 0, ça vaut 0. Donc je retrouve bien le 1 demi. Soit oméga, une forme différentielle continue sur l'ouvert U de E égale R puissance n, et deux chemins C1 différenciables sur U, tel que gamma de A est égal à psi de C, ce qui va me permettre de considérer le chemin juxtaposé gamma ou psi sur oméga, et de démontrer qu'il est égal à somme de oméga le long de gamma plus somme de oméga le long de psi. En effet, celui-là, il est C1 différentiable par morceau, donc unité éventuelle en B. Rappelons qu'il est défini comme ça. Donc c'est là qu'on voit qu'il est bien différenciable par morceau d'ailleurs. Et donc ça va être égal à ça, plus cette partie-là, c'est-à-dire somme de B à B plus D moins C de ça. Et avec un changement de variable, U égale T moins B plus C, je me ramène à ça. Et là, je vois apparaître somme de oméga le long de psi, d'où le résultat.
Si oméga est une forme différentielle continue sur l'ouvert connexe U de E égale R puissance n, alors oméga admet une primitive grand F sur U, c'est-à-dire df égale oméga, si et seulement si somme de oméga le long de gamma est égale à 0 pour tout chemin I égale AB gamma fermé C1 par morceau. Démonstration, eh bien, si df est égal à oméga, bon, j'ai x qui est égal à gamma de A, si je pose x égale gamma de A, et y égale gamma de B, somme de oméga le long de gamma, ça va, je le sais, hein, je l'ai démontré, c'est égal à f de gamma de B moins f de gamma de A, donc f de y moins f de x. Mais ça fait 0 parce que j'ai pris un chemin qui est fermé. Gamma de A est égal à gamma de B, donc x est égal à y. Réciproquement, supposons que x0 appartenant à U, tout x appartenant à l'ouvert U connexe peut être relié donc à x0 dans U par un chemin C1 différentiable par morceau. Et j'en prends un autre chemin qui rejoint aussi x0 à x. Et je considère le chemin CD psi, donc c'est le même CD hein, que là-bas, mais opposé à phi. Je vous invite à regarder, j'en ai déjà parlé avant, et j'avais démontré que somme de oméga le long de psi est égale à somme de oméga moins somme de oméga le long de phi. Psi de C, bah, psi de C c'est phi de D, puisqu'ils sont opposés, ça fait donc x et ça fait gamma de B. Donc on peut considérer hein, alpha est égal à la juste position donc des deux parce que psi de C est égal à gamma de B. Donc il va être défini là-dessus. Et alpha de A bah, va être égal à gamma de A, c'est-à-dire x0, et alpha de B plus D moins C va être égal à psi de D. Psi de D, comme il est opposé à phi, ça fait phi de C. Phi de C, c'est x0. Donc alpha est fermé. Donc somme de oméga le long de alpha est égal à 0, mais ça me fait que somme de oméga le long de gamma plus somme de oméga le long de psi est égal à 0. Or ça, c'est égal à ça, moins somme d'oméga le long de phi. Donc j'obtiens que somme de oméga le long de gamma est égal à somme de oméga le long de phi. Donc ça veut dire que f de x ne dépend pas de gamma. Grand F de x que j'ai défini par... oui, grand F de x défini comme ça ne dépend pas de gamma. D'accord? Voilà. C'est-à-dire ça, c'était pour tout chemin gamma qui relie x0 à x. Donc en fait, on se fiche du chemin qui relie x0 à x. On sait qu'il en existe, c'est ça le plus important. Il existe une boule de centre X et de rayon R positif inclus dans l'ouvert U parce que X appartient à cet ouvert, soit H appartenant à R, tel que valeur absolue de H est inférieure à R. Supposons que X, ces coordonnées, je les appelle les XI, c'est habituel, et soit K compris entre 1 et N. D'accord? Donc, gamma et gamma, le chemin défini par t appartenant à 0,1 donne y, alors je vais voir pourquoi il appartient à u, y défini par ces coordonnées yi qui sont toutes égales à xi, sauf la km qui est égale à xk plus th. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que y moins x, il a des coordonnées nulles, sauf la km qui est égale à th, et en valeur absolue, celle-là va être inférieure strictement, va être égale, donc sa norme va être égale à ça, qui est inférieur à R, puisque t est compris entre 0 et 1. Donc ça va être inférieur ou égal à valeur absolue de h, donc inférieur à R. Donc on est bien dans U. C'est bien un chemin dans U et qui est évidemment C1, même C infini, différentiable. Y est égal à x plus th, avec grand H qui est égal à hi, où les hi sont tous nuls, sauf le hk qui est égal à h. Gamma rejoint x, alors parce que pour t égale 0, ben, ça va faire x, hein, et à x plus h, parce que pour t égale 1, ça fait bien x plus h, hein, avec h qui a toutes ses coordonnées nulles, sauf la km qui est égale à h.
gamma prime de t, par ailleurs, quand je dérive par t, bah, ça fait des zéros partout, puis là, ça fait petit h, donc ça fait h. F, grand F de x plus h moins grand F de x, c'est la somme de oméga le long de gamma, donc c'est la somme de 0 à 1 de oméga en gamma de t, gamma prime de t dt, c'est la somme de 0 à 1 en oméga en x plus th, parce que ça fait toujours x plus th, hein, parce que bon, les t fois 0, ils font 0, et puis là, c'est t fois. Donc, c'est oméga en x plus th, la dérivée, je viens de dire que c'était h dt, donc c'est la somme de j égale 1 à n, somme de 0 à 1, de somme de j égale 1 à n des pi en x plus th fois hi dt. D'accord? Mais les hi, alors les pi, là, ils viennent d'où? Bah, c'est parce que alors je l'ai peut-être pas écrit, mais je suppose évidemment que c'est oméga. Oméga égale somme des pi dxi. Donc, ça, c'est toujours égal à 0, sauf en k, et donc ça me fait somme de 0 à 1 de pk en x plus th, h dt. Alors ça fait quoi en fait? Ben, en fait, ça fait somme de 0 à 1 de pk. Alors les x plus th, ben, partout les xi sont... Partout ça fait xi en fait, hein, sauf au rang k où ça fait xk plus th. Voilà. Et donc le tout fois h dt, je vais faire le changement de variable u égale ça. Donc du égale h dt. Et donc j'obtiens somme. Alors quand t valait 0, bah, ça vaut xk, et quand t vaut 1, ça vaut xk plus h, donc j'obtiens somme de xk à xk plus h de pk en ça, où partout où il y a des xi, sauf là où il y a x. D'accord? Voilà. Et donc ça fait en fait la somme de xk à xk plus h de f de u du, avec une fonction f qui est continue, hein, c'est celle-là, puisque les pk sont continus, même si c'est infini. Voilà. Alors ça, f de x plus h moins f de x sur h, je regarde ce qui se passe quand h tend vers 0, parce que ce x plus h là et ce x, ils ont toutes les mêmes coordonnées ici, sauf la coordonnée k, qui vaut xk plus h ici. Donc j'étudie cette limite là pour savoir si f admet une dérivée partielle d'ordre k. Et ça, si cette limite existe, ça va me donner d rond f sur d rond xk en x. Alors, je fais tendre h vers 0, donc c'est la limite de cette fonction qui est continue. Bon, ça, limite de, quand h tend vers 0, de 1 sur h, somme de a à b de f de t dt pour une fonction continue, ça va me donner f de a. Donc ici, ça va me donner f de xk. C'est-à-dire p de x, parce que f de xk, quand je remplace ici le u par xk, parce que ça c'était f de u, et ben ça fait pk en... Ça fait pk, pardon, je me suis trompé. Pk en x. Donc d rond f sur d rond xk en x est égal à pk en x, quel que soit x appartenant à u. Donc d rond f sur d rond xk est égal à pk. Et ce pk, il est continu. Donc ça veut dire que f est de classe C1. Et puis en même temps, bah, puisque d rond f sur d rond xk est toujours égal à pk, hein, et que oméga c'était la somme des pk dxk, eh bien je vois que oméga est égal à df. Et c'est terminé. On va assez rapidement montrer que les propriétés qu'on avait avec les chemins C1 différenciables sont encore vraies avec les chemins C1 différenciables par morceaux. J'aurais pu le faire plus tôt ça. Donc première remarque, si gamma est un chemin C1 différenciable, alors phi défini par t appartenant à 0,1 donne gamma de a plus t facteur de mémoire, est un chemin de même origine, même extrémité, équivalent et de même sens que gamma. Parce que θ, donné par ça, est un C1 difféomorphisme croissant
de 0,1 vers AB et qui vérifie θ de 0 égale A, θ de 1 égale B et on a évidemment phi égale gamma rond θ. Ça prouve quoi? Ça prouve que quand on a un chemin défini sur un segment AB, on peut trouver un autre chemin équivalent de même sens défini sur un intervalle 0,1. C'est parfois pratique. Si gamma 1 jusqu'à gamma n sont n chemins, c'est un chemin différenciable juxtaposable, on définit par récurrence sur n ce chemin-là. Donc quand il y en a k plus 1, il est obtenu en prenant le chemin composé des k premiers et on lui rajoute le dernier. Donc c'est une récurrence évidente, hein. La définition suffit d'ailleurs. Gamma et phi sont deux chemins C1 différenciables par morceau définis sur des segments A, B, C, D. On va dire qu'elles sont équivalentes si gamma est égal à phi rond θ ou θ est un C1 difféomorphisme de AB vers CD. Donc même définition que pour les chemins différenciables, C1 différenciable. C'est une relation d'équivalence. Ils sont de même sens si θ est croissant, c'est aussi une relation d'équivalence entre les chemins équivalents de même sens. Remarquons que si phi est C1 différenciable par morceau sur CD, θ est un difféomorphisme C1 de AB vers CD, alors gamma égale phi rond θ est un C1 difféomorphisme, c'est un chemin C1 différenciable par morceau. D'accord? Bon, il faudrait reprendre la subdivision et puis avec chacun des phi k sur la subdivision et puis faire les phi k rond θ puis montrer que ça fait une subdivision avec des gamma k. Gamma, chemin C1 différentiable par morceau, ça équivaut à dire qu'il existe des chemins C1 différentiables tels que gamma est la juxtaposition de ces chemins. Alors évidemment, il faut qu'ils soient juxtaposables, donc il faut que si gamma k et gamma k plus 1 sont définis sur ABCD, on doit avoir gamma k de B qui est égal à gamma plus 1 de C, évidemment. Soit deux chemins, C1 différentiable par morceau, vérifiant phi de C est égal à gamma de B, donc juxtaposable. Si gamma est associé à ça et phi à ça, on définit la juxtaposition des deux de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on prend toute la décomposition de gamma et on la juxtapose comme ça avec celle de phi. Voilà. Et donc évidemment, on obtient un chemin qui est C1 différentiable par morceau. Alors maintenant, si gamma est C1 différentiable par morceau, associé à ça, on définit phi égale l'opposé de gamma par phi égale, et on prend, si vous voulez, cette suite-là, mais en sens inverse. D'accord? Alors c'est possible parce que si gamma k va de AB vers U et gamma k plus 1 de CD vers U, comme tout à l'heure, gamma k de B est égal à gamma k plus 1 de C, et bien maintenant si je prends phi k de A, qui est égal à gamma k de B puisqu'ils sont opposés, va être égal à gamma k plus 1 de C, et va être égal, puisqu'ils sont opposés, à phi k plus 1 de D. Voilà. Et donc ça veut dire que là on peut juxtaposer. Si gamma, phi sont deux chemins différentiables par morceau, et que gamma B, toujours la même chose, est égal à phi de C, et oméga une forme différentielle continue sur U, alors somme de oméga le long de gamma ou phi est égal à somme de oméga le long de gamma plus somme de oméga le long de phi. Pourquoi? Parce qu'on prend celui-là, il est égal à ça, d'accord? Et donc après, on va faire la somme, hein. Bon, on peut éventuellement faire même pose en récurrence. Hein. La somme va être égale à la somme de tous les oméga le long de gamma k, et puis de tous les sommes des oméga le long de phi k. Voilà. Hein? C'est-à-dire qu'on les prend les uns après les autres, et donc on additionne. C'est pour ça qu'il faudrait faire une récurrence. On additionne en fait des bouts de chemin. Et donc ça nous fait, on reconnaît que là c'est la somme de oméga le long de gamma, plus la somme de oméga le long de phi. Avec les mêmes hypothèses, pour gamma, si je prends le chemin opposé, que je l'appelle moins gamma, eh bien, si gamma est associé à des gamma k, puisque c'est un chemin différentiable par morceau
et une subdivision comme ça. La somme de oméga sur le long de alpha, alors alpha c'est l'opposé, hein. C'est alpha, c'est ça. Eh bien, c'est la somme de k égale 0 à p-1 des oméga le long de alpha k. Mais les alpha k, ben, c'est des opposés au gamma k, donc ça fait somme de 0 à p-1 de moins la somme de oméga le long de gamma k. Je sors le moins, et il va me rester la somme de 0 à n-1 de oméga le long de gamma k, c'est-à-dire la somme de oméga le long de gamma. Voilà, et donc j'ai bien le résultat. Soit oméga a une forme différentielle continue sur le disque ouvert U de E égale R2. Alors c'est un disque ouvert, donc notamment il est convexe. Mais on va le prendre surtout parce que quand on prend deux éléments dans le plan dans un disque, on peut les rejoindre par des chemins rectangulaires. Oméga admet une primitive sur B, alors c'est pas sur B mais c'est sur U. Si et seulement si la somme de oméga le long de gamma est égale à 0 pour tout chemin rectangulaire gamma fermé contenu dans U, dont les côtés sont parallèles aux axes. Alors, c'est quoi un chemin rectangulaire? Ben, c'est comme ça, c'est un rectangle qui est fermé. Alors, dans ce sens-là, c'est évident, parce que gamma est fermé, comme U est convexe, il est connexe, donc on applique la propriété précédente. Réciproquement, donc je prends A0 égale x0, y0, et A égale xy dans U. On trace un rectangle qui va de A0, coordonnée x0, y0, à A1, coordonnée xy0, puis à A, et coordonnée xy, puis à A2, x0, y, et qui revient à A0, d'accord, qui a pour coordonnée x0, y0. La norme de A2 moins A0, eh bien A2 moins A0, il a pour abscisse 0, et puis comme ordonnée y moins y0, donc ça fait ça. Donc c'est inférieur ou égal à cette distance-là, c'est Pythagore si on veut, hein. C'est inférieur ou égal donc c'est inférieur ou égal à la norme de A moins A0, et donc c'est inférieur à R. Donc A2 appartient à U, et de la même façon A1 appartient à U. Soit gamma 1, le chemin polygonal, A0, A1, A. Et gamma 2, le chemin A0, A2, A. Donc on peut supposer gamma 1 comme ça, gamma 2 comme ça, alpha 2 le chemin opposé à gamma 2, d'accord. Gamma 1 où alpha 2 existe, parce que alpha 2 de 0 est égal à gamma 2 de 1 est égal à A, et donc égal à gamma 1 de 1. Et gamma 1 union alpha 2, c'est le chemin A0 à 1, A0 à 1, A, A2, A0, il est rectangulaire fermé. Donc l'intégrale de oméga sur ce chemin-là est nulle, d'après les hypothèses. Ce qui me donne ça. Mais comme celui-là, il est opposé à gamma 2, ça me donne ça. Donc, le chemin, l'intégrale de oméga sur gamma 1 est égale à l'intégrale de oméga sur gamma 2, ce qui veut dire que somme de oméga sur gamma ne dépend pas du chemin rectangulaire gamma qui relie A0 à A. Ce qui permet de définir f de A, comme on l'a fait tout à l'heure, est égal à la somme de oméga sur gamma. La fin de la démonstration est d'ailleurs identique. Donc on prend A, alors on est d'abord dans ce cas-là, A appartenant à U, R positif pour que la boule soit inclue dans U, et un H en valeur absolue inférieure à R. On considère les coordonnées de A, et puis on prend donc B, on se met à côté, donc il a x0 plus th et y0, enfin il a x0 plus h exactement, et y0. Et on prend gamma de t qui est égal à x0 plus th, y0. Donc gamma prime de t qui est égal à h0. Si oméga est égal à p de x plus q de y, on a somme de oméga le long de gamma qui est égal à somme de 0 à 1 de p de x0 plus th, y0 fois h plus q de x0
plus TH Y0 fois 0. D'accord? Et donc, ça nous fait ça, qu'on peut écrire comme ça avec le changement de variable U égale X0 plus TH, si bien que, alors ça c'était F de B, grand F de B moins F de A, si je le divise par H, ça fait ça, et donc ça, quand H tend vers 0, ça tend évidemment vers P de X0, Y0, parce que P est continu. Donc, d rond F sur d rond X de X0, Y0 existe est égal à ça, et de même, on démontre que d rond F sur d rond Y en X0, Y0 existe est égal à Q de X0, Y0, en prenant cette fois-ci un chemin vertical. Hein, donc gamma qui a T appartenant à 0,1 associe X0, Y0 plus TH, d'accord, qui correspond au chemin ABB. Oui, alors tout à l'heure c'était le chemin ABB aussi, donc on a compris hein, qu'il y avait, dans ce chemin rectangulaire, il y avait un chemin qui était constant. Bon, c'est pas interdit. Hein. Voilà, donc ça c'est vrai, quel que soit X0, Y0, donc ça veut dire que d rond F sur d rond X existe, d rond F sur d rond Y existe, et elles sont donc en X0, Y0, elles sont égales respectivement à P de X0, Y0, Q de X0, Y0, et donc c'est, comme P et Q sont continus, c'est-à-dire que d rond F sur d rond X, d rond F sur d rond Y sont continus, donc F est différenciable. Et on peut même dire que elle est C1 différentiable et DF va être égal à P de X plus Q de Y, puisqu'on vient de voir que c'était P et Q, donc va être égal à oméga, ce qui conclut la démonstration.